La condamnation de Mme Andiane Arçu pour corruption est toujours en vigueur et n'a été ni annulée ni commuée, indique un communiqué officiel de l'ambassade britannique à Tel Aviv qui met fin à toutes les supputations concernant Romy Andiane Arçu. Madagascar a présenté à la dernière minute la candidature de Richard Anjemandjad, ancien ministre des Affaires étrangères, à la présidence de la Commission de l'Union africaine au détriment de l'ancien président Erasun Armapian, qui avait travaillé depuis plusieurs mois dans cet objectif. Dans l'actualité internationale, l'armée russe a annoncé mercredi la poursuite des combats dans la région de Koursk, frontalière de l'Ukraine, théâtre depuis la veille d'une incursion de troupes ukrainiennes qui a entraîné l'évacuation de milliers de personnes des deux côtés de la frontière. La condamnation de Mme Andiane Arçu pour corruption est toujours en vigueur et n'a été ni annulée ni commuée. C'est ce qu'indique un communiqué officiel de l'ambassade britannique à Tel Aviv publié hier. Ce communiqué met fin à toutes les supputations concernant Romy Andiane Arçu. Il précise en effet que pour éviter la surpopulation carcérale au Royaume-Uni, le gouvernement britannique a mis en place un programme de libération anticipée pour les condamnés non violents. Dans le cas des criminels étrangers, cela implique l'expulsion vers le pays dont ils ont la nationalité. C'est dans le cadre de ce programme que Romy Andiane Arçu a reçu le 9 juillet un ordre d'expulsion après avoir passé près d'1 an en détention. Jouissant de la nationalité française, en plus de sa nationalité malgache, elle a été libérée et expulsée vers la France le 24 juillet après avoir purgé environ 1 an de sa peine. La seule condition attachée à la libération et à l'expulsion de Romy Andiane Arçu est une interdiction de revenir au Royaume-Uni tant que l'arrêté d'expulsion est en vigueur. L'ordre d'expulsion ne dispose pas de date d'expiration. Comme l'indique le communiqué, Romy Andiane Arçu reste pour l'autorité de poursuite britannique une fonctionnaire corrompue qui a choisi de s'enrichir dans le cadre de ses fonctions publiques. Ce communiqué est donc l'officialisation du statut de Romy Andiane Arçu attendu par la présidence de la République, comme l'avait affirmé récemment son porte-parole, Louvain Nourmar. Les yeux sont donc désormais tournés vers la présidence de la République pour connaître le dénouement de cette histoire. Le nom d'Anjadwil a été cité lors de l'arrestation de l'ancienne directrice de la présidence et des investigations menées autour de cette affaire de corruption pour laquelle elle a été condamnée. La question se pose de savoir s'il va faire ouvrir une enquête sur cette affaire ou bien la faire tomber aux oubliettes. En effet, lors de son intervention sur TV5, Romy Andiane Arçu avait laissé entendre qu'elle continuait à s'entretenir avec Anjadwil. Quelles mesures va-t-on prendre au niveau de la primature est une autre question qui interpelle, vu que la condamnation de Romy Andiane Arçu, la première envers un fonctionnaire étranger au Royaume-Uni, a terni l'image des institutions de l'État et de Madagascar et qu'elle a pourtant l'intention de revenir au pays. Au-delà des mesures que doivent prendre ces institutions, celles qu'envisagent d'appliquer les organes de la lutte contre la corruption dans le PAC, le SAMFIN, l'AJAI, le CSI et le Bianco, qui vient d'avoir un nouveau directeur général en la personne de Gabi Nestor Asakamanatsu, sont attendues. Cela fait 1 an que ces organes de lutte contre la corruption ont observé le silence sur cette affaire de corruption de haut niveau. Maintenant qu'ils ont tous les données entre les mains, vont-ils avancer et ouvrir une enquête ? Pour les observateurs, une inertie de leur part équivaudrait à de la complicité, à une instrumentalisation politique de leur mission pour défendre uniquement les intérêts des dirigeants et à un gaspillage des deniers publics, vu qu'ils ne rempliraient pas les missions qui leur sont dévolues dans la lutte contre la corruption et dans la mise en place de l'état de droit. En cas d'absence de réaction de la présidence et du prochain gouvernement face à ce cas de corruption de haut niveau, aucun développement du pays ne sera possible car Madagascar ne sera pas un état de droit.
Transparency International Initiative Madagascar condamne fermement la tentative de désinformation qui est l'une des principales barrières à la transparence et à l'intégrité constatée dans l'affaire Romy Andianarsou, ancienne directrice de cabinet de la présidence de la République. En effet, il ressort des récents développements de l'affaire que cette dernière a tenté de déformer les faits et de convaincre l'opinion publique nationale et internationale qu'elle a été blanchie et que toute cette affaire n'aurait été que le résultat de mauvaises interprétations des faits sortis de leur contexte, voire d'un complot contre sa personne, alors que l'ambassade du Royaume-Uni à Madagascar, dans le communiqué en date du 7 août 2024 concernant cette affaire, a éclairé l'opinion publique et rétabli la vérité que la condamnation de cet ex-DIRCAB pour corruption est toujours en vigueur. Transparency International Initiative Madagascar salue cette démarche de l'ambassade du Royaume-Uni à Madagascar. De plus, la corruption ne doit pas être tolérée, quel que soit le statut, la position et l'influence de la personne impliquée, rappelle Transparency International Initiative Madagascar. Elle exhorte le gouvernement à placer la lutte contre la corruption au cœur de la politique générale de l'État que le Premier ministre va présenter devant les parlementaires. Les citoyens attendent des mesures concrètes et efficaces pour éradiquer ce fléau qui gangrène la société et freine le développement du pays. Elle rappelle que Madagascar s'est investi dans une démarche de lutte contre la corruption et à cet égard, la tolérance zéro étant qu'une règle et non une exception. L'IRSA, ou impôt sur les revenus salariaux et assimilés, passera de 20% à 25% selon le rapport du FMI relatif à l'accord d'octroi de la FEC et de la FRD au pays, fait en juillet dernier. 25% vont donc être prélevés du salaire des Malgaches qui sont déjà lourdement impactés par la précarité dans le pays. Leur argent est prélevé, mais le pays continue de s'appauvrir rapidement dans un contexte où la Jirama impose des sanctions aux consommateurs. Les étudiants ne reçoivent pas de bourse et où il y a un manque criant d'enseignants. On justifie cette situation par la nécessité d'augmenter les recettes internes de l'État pour la période 2024-2027. Selon le Rajna syndical, les informations reçues par la FMI sur Madagascar n'est pas conforme aux réalités du pays. L'utilisation de l'IRSA par les dirigeants manque de transparence et ne bénéficie pas aux travailleurs malgaches. Il a été dit que c'est le FMI qui a demandé cette augmentation, ce qui laisse à penser que le FMI aurait reçu un rapport erroné sur la réalité du pays. Les fonctionnaires n'ont pas bénéficié d'une augmentation salariale depuis de nombreuses années et dans le secteur privé, même si des augmentations ont eu lieu, beaucoup ne respectent pas le salaire minimum de 262 000 ariary. Le FMI est-il conscient que l'utilisation de l'IRSA par les dirigeants manque de transparence? On ne voit pas clairement comment cet impôt est utilisé dans la loi des finances et il n'y a pas de reddition de comptes pour les travailleurs. On ment donc à la FMI à présent, sinon il n'aurait pas exigé une telle mesure. Il aurait dû exiger les dirigeants qu'ils réduisent leurs dépenses de prestige et superflues plutôt que d'augmenter l'impôt des travailleurs déjà éprouvés. Les dirigeants n'ont-ils vraiment pas d'autre solution? Ou prévoit-il d'utiliser les hémorragies en cas de soulèvement des travailleurs? Où font le peuple et la nation malgache face à la mauvaise gouvernance de ces dirigeants? Le coût de la vie ne cesse d'augmenter, les salaires stagnent et maintenant l'IRSA va être augmenté à 25%. De plus, les dirigeants accumulent de lourdes dettes pour financer le projet de téléphérique dont peu de malgaches pourront bénéficier. En d'autres termes, les malgaches devront non seulement rembourser la dette liée au téléphérique pendant de nombreuses années, mais ils seront également privés de 25% de leurs revenus. Cette situation pourrait entraîner une explosion sociale si ces abus contre les travailleurs persistent. Tout ce qui se fait dans le pays est réalisé de manière dictatoriale. Les dirigeants ne répondent jamais aux questions et imposent des décisions qui pénalisent les travailleurs. Aucun développement n'est à espérer dans ces conditions. Comme le soulignent les politiciens, cette situation risque de mener à une explosion sociale, même si les dirigeants comptent encore sur la force répressive des hémorragies pour maintenir le contrôle et intimider le peuple. La pauvreté à Madagascar est largement due à des problèmes de gouvernance. Ces problèmes contraignent les dirigeants à accepter les conditions imposées par les bailleurs de fonds, même au détriment de son peuple.
La candidature de Richard Ndjimandiatou, ancien ministre des Affaires étrangères, a été présentée par Madagascar au tout dernier jour du dépôt de candidature pour la présidence de la Commission de l'Union africaine le 6 août dernier. C'est donc Richard Ndjimandiatou qui a obtenu le soutien d'Anjadzwil pour postuler à cette haute fonction à la tête de la Commission de l'Union africaine au détriment de l'ancien président Eradzonar Mapian qui avait pourtant mené une campagne active en coulisses pour accéder à ce poste en février de l'année prochaine. Tombontsoa an'ilay firenena nery zareo zany hoe manana hoe ianao malagasy no lehibe an'ny commission Union africaine zany. Présider la Commission de l'Union africaine est d'un intérêt considérable pour le pays. Il n'y a donc que la vengeance et des rancunes politiques qui peuvent justifier le fait que l'on s'oppose à sa candidature. Certains peuvent me donner tort en m'accusant d'avoir un parti pris, mais c'est comme ça que nous voyons la situation. La culture de la vengeance, de la haine et de la rancune est ancrée dans le pays actuellement. La présence d'une opposition ne pose pas problème dans des pays comme Maurice où ils savent dépasser ce genre de considérations. Ils font passer les intérêts du pays avant ceux de leurs supporters. Ils évaluent celui qui est capable de hisser la souveraineté nationale, de défendre les intérêts du pays au niveau international. Ce n'est pas le cas chez nous, où on cherche plutôt à défendre les intérêts des acolytes. Je ne suis pas là pour juger quel est le meilleur candidat entre le président Eradzonar Mapian et celui proposé par le gouvernement. C'est aux Malgaches d'en juger, mais nous déplorons que le président n'ait pas pris en considération la demande que nous avons formulée. Conscient de la situation et pensant avoir ses chances d'accéder à la présidence tournante qui doit revenir à la région orientale de l'Afrique en 2025, l'île Maurice s'est en effet empressée de présenter un candidat. Pour sauver les apparences, Madagascar a présenté in extremis une candidature de façade en la personne de Richard Ndjimandiatou. Si accéder à la présidence de la Commission de l'Union africaine présente pour le pays des intérêts considérables, le choix du candidat actuel ne peut que susciter des interrogations concernant sa volonté réelle d'y parvenir. À travers la candidature de Richard Ndjimandiatou, les chances de Madagascar de parvenir à la présidence de la Commission de l'Union africaine sont en effet minimes. Alors que les candidats de Djibouti, du Kenya et du Maurice tissent leur toile depuis plusieurs mois, le candidat de Madagascar n'est connu que depuis quelques jours. L'existence de lobbies inactifs le concernant n'apparaît pas. À l'instar des candidats des autres pays, Eradzonar Mapian avait quant à lui travaillé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années dans cet objectif. Madagascar pouvait alors compter sur l'appui des pays voisins comme l'île Maurice et les Comores afin d'assurer un leadership sur cette zone de l'Afrique orientale. Il bénéficiait en outre d'un capital de confiance des acteurs politiques, tant de l'opposition que du pouvoir. Malgré toutes les chances de Madagascar de parvenir à ce poste et compte tenu de l'expérience et des compétences de l'ancien président Eradzonar Mapian, sa candidature a été ignorée apparemment pour des rivalités politiques. Avoir un ressortissant de Madagascar, un ancien chef d'État à la tête de la Commission de l'Union européenne, est un honneur pour le pays. Si l'Union africaine lui a déjà confié certaines missions délicates, c'est parce qu'elle est convaincue qu'il a les compétences pour les accomplir en plus de l'image de démocrate qu'il incarne. Cela reste à son actif en dépit des considérations du chef de l'État qui voit comme des ennemis ceux qui ne sont pas de son bord. En n'étant pas capable de dépasser les différends et les clivages internes, une fois de plus Madagascar va laisser passer sa chance. Une situation qui ramène à la sempiternelle question de savoir si les dirigeants œuvrent vraiment dans l'intérêt du pays et de la nation. Pour le moment, toutes leurs démarches attestent du contraire. Comment la politique générale de l'État, qui sera présentée aux parlementaires demain et lundi prochain, a-t-elle été conçue? Pour l'association CST d'anciens sénateurs, elle a été bâclée et mal pensée. Ces termes résument bien l'état actuel de la gouvernance du pays. Ce sont les ministres qui élaborent les politiques sectorielles et spécifiques avec leurs collaborateurs. Ces politiques sont ensuite regroupées pour former la politique générale de l'État. C'est pourquoi elles doivent être validées par le Conseil des ministres, afin que les membres du gouvernement puissent réfléchir ensemble à ce qui doit être conservé, amélioré ou retiré, avant que cette politique ne soit présentée à l'Assemblée nationale. Alors, qui a réellement élaboré cette PGE
Logiquement, comme je viens de l'exposer, les ministres auraient dû être nommés en premier lieu pour élaborer les politiques sectorielles et spécifiques. Au lieu de cela, la présentation de la PGE à l'Assemblée nationale est précipitée alors que le gouvernement n'est même pas encore constitué. Et si ce sont les ministres démissionnaires qui se présentent demain, je dirais que ce serait un véritable désastre. Selon le parti de Sarah Taafn, les dirigeants n'ont d'autre choix que de présenter la politique générale de l'État devant les parlementaires au plus tard le 12 de ce mois, conformément à l'article 99 de la Constitution. Cet article stipule clairement que le Premier ministre doit, dans les 30 jours suivant sa nomination, soumettre son programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État à l'Assemblée qui peut émettre des recommandations. Cependant, le contenu de cette PGE sera probablement superficiel et insuffisant pour répondre aux besoins réels de la population en raison des nombreuses conditions imposées par les partenaires. Le contenu de cette politique sera réduit car le FMI a imposé de nombreuses conditions pour l'octroi de la FEC et de la RFD. Combien de secteurs ont été touchés par des coupes budgétaires ? Qu'est-il réellement possible de réaliser dans ces conditions alors que les dépenses de fonctionnement, déjà préoccupantes, ont été réduites? Hormis pour les transferts et les filets de sécurité, le reste du budget a subi des réductions allant jusqu'à 40%, que ce soit pour le financement, le PIB sur financement extérieur ou le PIB sur financement intérieur. Nous verrons comment ils comptent réaliser une autoroute avec un financement extérieur plutôt que par un partenariat public-privé. Ce que l'on attend de cette PGE, c'est qu'elle se concentre sur les besoins actuels de la population, notamment l'énergie, l'eau et les infrastructures routières. Nous sommes impatients de voir ce qu'ils vont proposer sur ces points et lorsqu'ils s'y attelleront, ils devront présenter des chiffres précis pour permettre une comparaison avec le budget. Développement du capital humain et priorité au bien-être social, promotion de l'industrie et création d'emplois, bonne gouvernance et lutte contre la corruption, tels sont les 3 principaux piliers sur lesquels repose la gouvernance actuelle du pays. Mais au cours des 7 premiers mois de l'année 2024, qu'en est-il réellement de la création d'emplois, notamment pour les jeunes ? Combien de nouvelles industries ont vu le jour, en dehors des ODOF, que les économistes considèrent davantage comme des unités de transformation artisanale que de véritables industries? Existe-t-il réellement une lutte efficace contre la corruption et une bonne gouvernance? Personne n'ose affirmer que nous avons obtenu des résultats positifs dans ces domaines, ont souligné les politiciens qui estiment qu'il est grand temps de se concentrer sur l'intérêt national et le bien-être du peuple malgache. Les discussions avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage n'ont pas satisfait les agents et chercheurs du FOFIFA, le Centre national de recherche appliquée au développement rural. En conséquence, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils poursuivront leur manifestation. En tant que représentants des agents du FOFIFA, nous informons que des discussions ont eu lieu avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, qui a pris connaissance des plaintes des agents à travers l'île et des raisons pour lesquelles nous demandons la démission de l'actuelle directrice du FOFIFA. Cependant, notre exigence de son renvoi est restée sans réponse. Nous maintenons notre revendication, sa démission ou sa destitution de ses fonctions. Notre manifestation se poursuivra jusqu'à ce que nous obtenions une réponse satisfaisante de la part des autorités. Les banderoles resteront affichées sur les murs de chaque centre de recherche du FOFIFA pour marquer la continuation de la lutte. Les manifestations ne concernent pas uniquement la branche du FOFIFA de la capitale, mais englobent l'ensemble de l'île. Seul le service minimum sera assuré jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites. Le débrayage sur les lieux de travail se poursuit à travers toute l'île. Cependant, étant attachés à notre travail et au FOFIFA, nous assurons le service minimum. Nous espérons que les autorités compétentes examineront et prendront en compte nos revendications. Il est à noter qu'en 50 ans d'existence du FOFIFA, c'est la première fois qu'une telle situation se produit. Nous attendons donc avec sérénité la décision du Conseil des ministres d'annuler le décret nommant Madame la directrice générale à ce poste. Une recherche efficace est essentielle pour le développement. Nous exigeons donc le renvoi de la directrice générale actuelle.
Rappelons que la mauvaise gouvernance de l'actuelle directrice générale du FOFIFA est l'une des raisons majeures pour lesquelles les travailleurs et les chercheurs se sont mobilisés pour exiger sa démission. Météo Madagascar connaît des difficultés depuis de nombreuses années, notamment en ce qui concerne les équipements. Cette situation affecte considérablement son travail, notamment la capacité à prévoir les conditions météorologiques avec précision. La mise en place d'une politique nationale de prévision météorologique est donc devenue cruciale, a déclaré la directrice générale de Météo Madagascar. Vers 1960, nous disposions d'environ 1500 équipements pour mesurer les précipitations. Toutes les gares, postes de la gendarmerie et EPP en étaient équipés. Il est malheureusement triste de constater qu'il ne nous en reste aujourd'hui qu'à peine une centaine. La restauration de ces équipements est une priorité. Une politique nationale est indispensable pour réguler l'ensemble du secteur, en particulier en ce qui concerne le financement suffisant et efficace du centre de prévision météorologique. Parmi les nombreuses mesures prévues, il est essentiel que les prévisions météorologiques soient intégrées dans tous les projets de développement à initier. Selon les explications, face au changement climatique, aucun secteur ne peut se passer des prévisions météorologiques pour initier des actions de développement, d'où la nécessité impérative de porter une attention accrue au secteur de la prévision météorologique. Selon Moscou, qui fournit ces images, ces cercles blancs désignent des positions ukrainiennes dans la région de Koursk en Russie, pilonnées dans la foulée. Ici, une action similaire, filmée cette fois depuis un hélicoptère. Convoqué par Vladimir Poutine, le chef d'état-major de l'armée russe Valery Gerasimov fait son rapport. Les opérations aériennes, les frappes de missiles et les tirs d'artillerie ont stoppé l'avancée de l'ennemi à l'intérieur du territoire russe en direction de Koursk. Réunion après réunion, Vladimir Poutine affiche une mine sombre. C'est la première fois que l'armée régulière ukrainienne pénètre en territoire russe. Plus précisément, et toujours selon Moscou, jusqu'à 1 millier de soldats, des dizaines de chars et de blindés ont franchi la frontière au nord de Soumy et occupent une zone près de la ville de Soudja, touchée par des frappes ukrainiennes selon ses habitants. Ces combats ont provoqué l'ordre d'évacuation de plusieurs milliers de civils des deux côtés de la frontière, dans les oblasts de Koursk et de Soumy. À Kiev, aucun commentaire sur l'opération en cours, à part peut-être cette allusion hier de Volodymyr Zelensky. Plus la pression sera forte sur la Russie, sur l'agresseur qui a apporté la guerre à l'Ukraine, plus la paix sera proche. Une paix juste par une force juste. Manœuvre de diversion, opération de communication ou réelle volonté de conquérir du terrain en Russie, la Maison-Blanche a indiqué qu'elle contactait Kiev afin d'en savoir plus sur les objectifs de cette incursion.